Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir, l'émission qui met en lumière des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une sublimissime année 2019. Pour nous, elle commence très bien puisqu'on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Fabienne Colas, qui va nous parler de sa vision de l'exercice du pouvoir, qu'est-ce qu'elle en fait et surtout de tout ce qu'elle a réalisé pour soutenir la communauté noire à Montréal. Fabienne Colas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de vous avoir aujourd'hui. Le plaisir est pour moi. Alors, je rappelle que vous êtes actrice, vous êtes productrice, vous êtes réalisatrice. Vous avez créé votre fondation, la Fondation Fabienne Colas, pour promouvoir la culture, le cinéma et l'art. Vous êtes à la tête de plusieurs festivals. Le plus connu, c'est le Festival international du cinéma Black de Montréal. Vous avez reçu plusieurs prix, mais les deux derniers, c'est le prix du journal La Presse, au niveau de la culture, qui vous a nommé comme la personnalité la plus importante du Canada. Enfin, la personnalité de l'année, la Presse 2018, catégorie 2018. Culture. Voilà. C'est ça. Et vous êtes aussi identifié parmi les 40 personnalités les plus influentes du Canada de moins de 40 ans. En effet, pour 2018. Donc, pour 2018. Donc, avec tout ça, est-ce que... Je me souviens aussi que Dany Laferrière avait parlé de vous en disant que vous avez réalisé en 5 ans ce que la plupart des Haïtiens au Canada mettent plus de 30 ans à réaliser. Est-ce que pour faire cette prouesse, il faut avoir du pouvoir ou le talent suffit? Oh, quelle question! Merci de cette belle présentation. En fait, ça fait vraiment plaisir d'être ici à l'émission. Et le pouvoir, c'est un concept qui peut être confondu avec le leadership des fois aussi. Moi, je pense que le pouvoir doit émaner d'une place de bonté. Il faut avoir de l'empathie et de la bienveillance avec ça, parce que sinon, ça peut facilement tomber de l'autre côté et être utilisé à mauvais escient. Je catégorise 2 types de pouvoir. Il y a le pouvoir parce qu'on est obligé de vous écouter, on est obligé de faire ce que vous dites, parce que peut-être que vous êtes la patronne, vous êtes le boss, vous êtes le dirigeant, le chef, le ministre ou le président, peu importe. Donc on est obligé, on respecte. On a peur, en fait. On a peur, donc on doit le faire parce que c'est un supérieur hiérarchique qui nous dit de le faire. Il y a aussi le pouvoir qui vient avec l'influence. Et ça, ce sont des gens qui sont souvent des leaders d'opinion ou des leaders dans leur niche, dans leur marché, dans leur secteur, qui sont respectés et qui ont une grande influence sur les gens. Et les gens les suivent et les écoutent par rapport à qui ils sont, ce qu'ils ont accompli, le leader qu'ils sont, voyez-vous? Donc, je pense que tout le monde doit aspirer un petit peu plus à être ça, à avoir ce genre de pouvoir-là, qu'on vous suit, qu'on vous écoute, qu'on aime se sentir... Mais vous êtes vraiment dans cette catégorie-là, en fait, parce qu'on aime vous écouter, on aime suivre vos actions. Vous êtes toujours pionnière dans tout ce que vous mettez en place. D'ailleurs, les 2 derniers prix que vous avez reçus le démontrent, parce que vous êtes, je pense, la seule personnalité, d'une part femme et aussi noire, à avoir reçu... Du Québec, Québec, à avoir reçu ce genre de distinction. Donc, comment est-ce que cela se traduit pour vous, cette capacité à être leader, à entraîner les autres dans votre vision, dans votre espace personnel que professionnel? Est-ce qu'il y a vraiment une scission entre les 2 espaces, par exemple? J'adore ces questions-là, parce que ce sont des questions qu'on me pose très rarement ou presque jamais. Je trouve ça vraiment intéressant. Je pense que c'est différent pour chacun. Moi, mon expérience à moi, comment c'est arrivé, c'est que, premièrement, il faut avoir une cause qu'on épouse, une cause à laquelle on croit vraiment, sans borne, qui vient de notre âme, en fait. Mon histoire a commencé parce que je suis venue au Québec et j'ai pas eu de plateforme, j'ai pas eu de rôle, parce que j'étais mannequin et actrice primée dans mon pays d'origine. Et quand j'arrive ici, on me dit premièrement, mannequin, vous oubliez ça parce que vous êtes trop grosse
Et à l'époque, je faisais 40 livres de moins. Waouh! Ah, quand même, hein? Et j'étais quand même mince comme un vous fil. avez en plus été Miss Haïti Miss Haïti 2000. 2000. Donc, Tout à fait. Et là, j'arrive pour travailler comme mannequin. Vous êtes trop grosse, oubliez ça. Et je regardais vraiment, il n'y avait aucune femme qui avait des fesses, aucune femme qui était ronde, bien que j'étais 40 kilos, enfin 30 à 40 livres de moins qu'aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me considère pas vraiment comme la femme la plus grosse qui existe. Pour être dans le mannequinat, en fait. Parce qu'aujourd'hui, tant mieux, il y a des femmes size plus, taille plus, etc., qui, peut-être dans le temps, étaient moins chantées, moins cultivées dans ce milieu-là. Et alors, je me suis dit, parfait, je vais rester avec le côté actrice. Et là, je ne pouvais pas trouver de rôle, je ne pouvais pas travailler, j'étais noire, j'avais un accent, tout allait contre moi. Et on ne savait pas dans quelle case me mettre trop. Et c'est ainsi que on a décidé de créer des festivals pour pouvoir passer des films comme des films qui venaient de mon pays, comme des films qui venaient d'ailleurs, qui n'avaient pas de plateforme en fait, qui ne pouvaient pas trouver preneur. Public, voilà. Et à l'époque, ce n'était pas du tout populaire de faire un festival du film black. Qu'est-ce que c'est que ça? De quoi on parle? Et aujourd'hui, les films black gagnent des Oscars, sont à Cannes, sont à Tribeca, sont à TIFF, ouvrent des festivals de cinéma à Berlin, à Venise, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, je suis très contente de savoir qu'on a été pionniers, on a tenu notre bout, malgré les critiques il y a 15 ans quand on a commencé. Donc, pour répondre à la question, c'est que moi, c'est venu d'une vision de quelque chose d'intrinsèque, de vraiment de moi. Donc, c'était vrai, cette cause-là. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez juste après une étude de marché. C'est vraiment quelque chose que vous avez... On a fait ça sans étude de marché parce que le besoin était criant là, parce qu'il n'y en avait pas. Il y avait comme une espèce de trou noir où il manquait carrément cette plateforme-là. Donc, déjà, être vrai dans qu'est-ce qu'on fait, parler avec son âme, avec son cœur, être persévérant et vraiment mettre son âme sur la table. Et je pense que déjà là, les gens aiment beaucoup l'authenticité. Les gens aiment beaucoup une histoire qui touche. Je n'ai pas essayé d'inventer une histoire qui touche. C'est mon histoire, tant mieux si ça touche les gens. J'apprends aujourd'hui que ça touche les gens. À l'époque, quand je racontais mon histoire, c'était vraiment... Voilà, c'est tout ce que j'avais. Voilà. Et je pense que c'est important parce que les gens vont épouser quelqu'un avant son produit, vont acheter vous, votre cause, votre histoire, qui vous êtes avant votre produit. Et trop souvent, les entrepreneurs commencent à vendre un produit, à dire comment c'est bon, etc., plutôt que de me dire... parler de leur histoire. Pourquoi je dois acheter ce produit-là puisqu'il existe ailleurs ou qu'il y a d'autres versions peut-être mieux. Mais si je connais votre histoire et que ça me touche, j'ai envie de vous supporter. Et c'est comme ça que j'achète et c'est comme ça que la plupart des gens achètent également. Donc, je pense que du coup, les gens ont beaucoup de respect pour des gens comme ça. Ça amène de l'influence et voilà. Et ça change aussi le regard parce que tout à fait. On n'est pas habitué justement à voir des femmes qui soient leaders, qui soient dans le monde de la culture et du cinéma où c'est quand même, c'est pas commun, en fait. Mais surtout dans le monde des festivals, c'est un monde très masculin. Malheureusement, heureusement, je ne savais pas quand j'ai commencé parce qu'avoir su que ça allait être aussi complexe, aussi difficile et que c'était un monde d'hommes, peut-être que j'aurais dit, peut-être que je vais faire autre chose. Oui. Mais non, je ne savais pas. Et donc, je me battais d'après moi. Dans ma tête à moi, je me battais à armes égales. Mais il y avait un double défi. C'était le défi, premièrement, d'être une femme, mais d'être une femme noire. C'est complexe. Je n'ai pas eu de problème à vendre notre cause de la diversité et de l'inclusion que les gens ont épousé tout de suite. Je n'ai pas eu de difficulté à vendre ça au public parce que le public est très ouvert, surtout au Québec. Ça a commencé ici, après on est allé à Toronto, à Halifax, à New York, etc., en Haïti. J'ai eu beaucoup plus de difficultés et jusqu'à aujourd'hui, on se bat encore avec le système des subventions, les événements ou organismes, ou organisations, ou initiatives qui sont mis de l'avant par des gens de la diversité ou qui supportent des gens de la diversité, eh bien, sont pénalisés au niveau du financement. Donc, même si c'est des projets à qualité égale, eh bien, il y a toujours des miettes pour des initiatives qui supportent la diversité ou qui sont mis de l'avant par la diversité. Donc, ça, c'est ma cause, que ces organismes-là soient enfin reconnus et soutenus à leur juste valeur, parce que tout le monde est payeur de taxes et on fait tous partie de cette même société. Absolument. D'autant plus que quand on dirige ce genre d'organisation, on a besoin d'être encore plus performant, parce que toute faiblesse, toute difficulté semble être fatale, en fait. Donc, vous n'avez même pas le droit à l'erreur. C'est très dommage qu'on doit
tout le temps être 10 fois meilleur pour mériter la moitié de la reconnaissance. Je le sens tous les jours. Quand j'ai été nommée parmi les top 40 Canadiens les plus influents de moins de 40 ans, top 40 under 40 au Canada, ça m'a secoué agréablement parce que des gens comme moi ne sont pas souvent reconnus dans quoi que ce soit, en fait. Des gens comme moi, des femmes, moins de 40 ans en plus, se faire choisir dans quoi que ce soit, être la personnalité de l'année, une femme noire, moins de 40 ans dans la culture, de la presse, c'est très rare. Donc c'est quasiment historique et je le dis pas pour me vanter, mais je le dis pour donner espoir à d'autres femmes qui me ressemblent, absolument. qui ne se voient nulle part, de leur dire que c'est possible, le rêve est possible, de continuer à se battre. On va y arriver parce qu'il faut vraiment qu'à qualité égale, compétence égale, impact égal, qu'on ait la même reconnaissance en fait. Et ça, c'est encourageant, c'est très encourageant, ça m'encourage et j'espère que ça encourage les autres. Comment arrive-t-on à préserver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle? Mais en fait, je ne me mets pas beaucoup de pression dans le sens que je suis la même personne dans ma vie plutôt personnelle que la vie professionnelle. Donc, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, je suis un livre ouvert en fait. Et je préconise beaucoup de travailler très fort, mais de s'amuser encore plus fort qu'on travaille. Parce que souvent, on est sérieux, on est toujours en costume cravate pour les hommes, et les femmes, on est toujours en tailleur. C'est des réseautages, c'est des présentations devant des conseils d'administration, on est à la télévision, etc., etc. Donc, on se prend des fois un peu au sérieux. Moi, j'ai décidé que ça n'allait pas être ma vie de me prendre aussi au sérieux. Oui, je fais tout ça. Je suis la femme d'affaires, je suis la femme sérieuse. Je fais beaucoup de présentations, de lobbying, je négocie beaucoup de choses. Une femme d'affaires, mais qui... Complètement. Mais en même temps, je me donne autant le droit d'aller en croisière, d'aller en vacances, de m'éclater, de boire sainement, raisonnablement. Je ne suis pas une grosse buveuse, quoi que ce soit, mais je me donne le droit de m'amuser aussi. Mais en fait, on dit souvent que les femmes qui ont du pouvoir ou qui arrivent à réaliser leur rêve à ce niveau-là ont dû sacrifier quelque chose. Mais quand je vous entends, finalement, ce n'est pas du sacrifice, en fait. Vous, c'est du plaisir, parce que tout ce que vous le faites avec toute votre personnalité, que du coup, vous ne sacrifiez pas quelque chose, vous vous faites plaisir en aidant les autres. Est-ce que je me trompe? Oui et non. Oui et non, je me fais plaisir à 300%. D'ailleurs, si je n'ai pas de plaisir, je ne le fais pas. Et le jour où j'aurai plus de plaisir à faire ce que je fais, j'arrêterai. Je ferai quelque chose d'autre. Parce que je pense qu'on a une vie à vivre seulement et il faut la vivre à 300 000 à l'heure avec plaisir, quel que soit ce que ça veut dire pour vous. Parce que ce qui me fait plaisir à moi, ce n'est pas ce qui ferait plaisir à quelqu'un d'autre, etc. Maintenant, oui, j'ai eu à sacrifier beaucoup de choses. Par exemple, je ne vais plus danser tous les soirs que quand j'avais 20 ans, dans les boîtes de nuit. Je ne vais plus à autant d'anniversaires ou de parties, de fêtes qu'avant. Je ne vois plus mes amis autant que je les voyais quand j'avais 20 ans. J'ai 39 ans, mais c'est pas comme si j'avais 80, mais c'est un choix que j'ai fait aussi. Et j'ai moins d'amis qu'avant. Il y en a qui sont un peu loin, mais c'est un choix parce que plus on a d'amis, plus il faut s'en occuper également. Et donc, j'ai choisi d'avoir un noyau d'amis un peu restreint pour pouvoir avoir un petit peu de temps pour bien en prendre soin. C'est ça. Si vous aviez un conseil ou un message à une jeune fille qui souhaiterait faire comme vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Une femme qui veut gravir les échelons dans quelque domaine que ce soit, une femme, surtout des femmes, des minorités visibles, je dirais que c'est difficile. C'est pas évident. Parce que malheureusement, on ne peut pas cacher son identité. On est qui on est, on doit le porter fièrement. Et malheureusement, on nous juge à cause de ça. On nous regarde différemment. Il y a beaucoup de gens qui ont des biais inconscients, des perceptions de qui nous sommes et font des amalgames, malheureusement. Donc, il va falloir qu'on se batte encore pendant un bout de temps, beaucoup plus fort. Et je trouve ça un peu dommage de voir des mouvements de femmes, des mouvements féministes. C'est bien d'avoir ces mouvements-là, mais je trouve ça un peu dommage qu'à l'intérieur de ces mouvements-là, il n'y a pas un élan d'inclure des femmes des minorités visibles. Je vais dans des associations, des regroupements, des célébrations de femmes où tout le monde se ressemble, où il n'y a pas de place pour les femmes de couleur, des femmes des minorités visibles. Et ça, je pense que c'est un plus grand combat.
que de vouloir s'intégrer dans la société en général, dans les hautes sphères, parce qu'on dit que, c'est Sheryl Sandberg de Facebook qui disait tout récemment que dans les grands postes de décision, il y a une femme sur 5. Mais elle disait, c'est une femme des minorités visibles sur 25, 25. qu'on a. Donc ça veut dire que la pente est la pente est vraiment ardue pour nous. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes des minorités visibles qui sont à des postes qui leur permettent de siéger dans ce type d'organisation, ou est-ce que c'est parce qu'on ne va pas les chercher? Parce que si on prend typiquement votre cas, par exemple, vous êtes la seule, on est en 2019, la première femme noire à être reconnue par la presse, le journal La Presse, comme personnalité de l'année. Je ne sais pas si je suis la seule à vie, mais par contre, c'était la seule de toute façon pour 2018. Oui, mais je trouve que c'est quand même énorme. On est en 2019 et on est encore en train de parler de ce genre de sujet. Il est où le problème, en fait? C'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait regarder. Je suis contente d'exister pour qu'au moins il y ait eu au moins cette femme-là en 2018 à avoir été là. J'étais en bonne compagnie et j'espère qu'il y en aura beaucoup plus dans les autres années, qu'il y en aura toujours des femmes noires ou des femmes de couleur en général à être représentées dans à recevoir ces prix-là, ces nominations-là. Mais le problème, il est où? Je pense qu'il est partout, dans le sens que d'un côté, on n'ouvre pas assez la porte pour laisser entrer des femmes qui ont la compétence, qui sont de couleur et qui peuvent faire le travail. De notre côté, est-ce que les femmes des minorités visibles cognent assez fort également? Donc, on a un travail à faire de notre côté aussi pour s'assurer de se tenir avec les gens qui prennent les décisions, d'aller faire du réseautage. Quand vous faites du réseautage, vous voyez qui, c'est quoi votre but? Est-ce qu'il faut réseauter intentionnellement? Il ne faut pas réseauter juste pour se faire du bon temps et prendre une coupe de champagne. De champagne ou de vin. Vous pouvez le faire chez vous, ça. Réseauter là où ça compte pour vous, parce qu'on peut rencontrer qu'un nombre limité de gens de toute façon. Donc, faites en sorte que ça compte. Il faut réseauter. Il faut s'assurer qu'il y ait des gens qui parlent en notre faveur quand on n'est pas là également. Moi, j'ai appris, par exemple, quand il fallait choisir les top 40 Canadiens performants de moins de 40 ans, sur 800 candidats dans tout le Canada, eh bien, il y a eu des gens autour de cette table, des grands CEO, PDG du Canada, qui ont eu à dire un bon mot pour moi. Ouais. Pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui a été, à un moment donné, en contact avec moi ou en contact avec mon travail ou qu'est-ce que je faisais. Donc, assurez-vous d'être vu. Assurez-vous d'être vu. Et d'être apprécié. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement qui vous connaissez, mais qui est-ce qui vous connaît également. C'est-à-dire pas seulement qui connaît votre face, mais qui connaît votre travail, qui connaît votre éthique de travail, qui connaît votre honnêteté également. Ça aide. Donc, comment on commence avec tout ça? Bien, sortez, mettez le nez dehors, allez, faites vos recherches, essayez de découvrir qui sont les PDG dans votre secteur, qui sont vos concurrents, qu'est-ce qui se passe en fait dans votre domaine pour pouvoir aller rencontrer ces gens-là, vous présenter, essayer de s'intéresser à ce qu'ils font également, aller faire du bénévolat un petit peu, demander de siéger sur certains conseils. Peut-être qu'il n'y aura pas de place au moment où vous allez postuler, où vous allez demander, mais peut-être qu'on va vous avoir en tête. Fabienne, si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle aimeriez-vous être et pourquoi? Oh, ça c'est facile. Je serais un mélange de Barack Obama et de Justin Trudeau. Oh, dis donc. Rien de moins. Oui, dis donc. Non, parce que je trouve que ce sont des hommes extrêmement en avance sur leur temps, qui sont hyper féministes, hyper diversity oriented, comme ils disent. L'inclusion fait partie de leur ADN. Et ce sont des gens aussi qui ont bravé des statu quo extraordinaires parce qu'ils étaient tous les deux jeunes, trop jeunes. Certains ne les prenaient même pas trop au sérieux parce qu'ils étaient jeunes, oubliant que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Alors, non, ce sont des gens inspirants pour le monde entier et vraiment un mélange des deux, je pense que je serais la personnalité politique parfaite. Très bien. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Waouh! Vous pouvez dire aussi que vous ne voulez pas être un animal. Ah non, je serais un mélange de chien et chat.
Pourquoi? Parce que le chien, c'est évidemment l'animal le plus fidèle au monde. Donc, j'ai ce côté fidèle et loyal. Je suis très loyale, très fidèle dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle de tous les jours. Ce côté cœur sensible, bon cœur, le côté j'aime mes gens, que ce soit mon équipe, mes partenaires, mais je suis très attachante. Mais je pense que un chat aussi, parce que j'ai aussi ce côté que des fois j'ai besoin de mon espace, hein, j'ai besoin de faire le vide, etc., etc. Don't touch me. Donc je pense qu'une femme a besoin un petit peu des deux par moment, quoi, pour garder son indépendance et tout ça aussi. Très bien. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité, ou le pouvoir tout court, ou la féminité tout court. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Oui. Alors, j'ai apporté deux photos de deux femmes pour moi qui symbolisent l'ultime pouvoir, l'ultime influence, l'ultime leadership et féminité en même temps, et l'ultime pouvoir. Donc, c'est Oprah Winfrey et Michelle Obama, deux femmes que j'ai eu l'honneur et le plaisir et le privilège de rencontrer Absolument. à Montréal, qui m'inspirent de par d'où elles viennent. Elles viennent de circonstances un peu difficiles, un peu pénibles l'une plus que l'autre, mais quand même qui ont accédé aux plus hautes sphères, Au niveau mondial, en fait. du pouvoir mondial, quoi. C'est ça. Donc, ce sont des femmes hyper inspirantes, mais qui prouvent aussi qu'on peut défier notre passé. Notre passé n'est pas garant de notre avenir nécessairement. On peut changer notre avenir, quel que soit d'où on vient. Très bien. Si une petite fille regarde cette émission et déclare les étoiles dans les yeux en disant « Quand je serai grande, je voudrais être Fabienne Colas », vous lui diriez quoi? Ah ben non, je lui dirais non, 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 non. Il y a bien mieux que ça. Elle peut être elle-même, en fait. Parce que, voyez-vous, Oprah voulait être Barbara... Streisand. Non, pas Streisand, Barbara Walters, qui était à l'époque, disait-elle, la seule image de femme derrière la caméra qui faisait soit les nouvelles ou des émissions de variété. Elle rêvait d'être Barbara Walters. Ben, un jour, elle a décidé de rêver d'être Oprah. Une chance. Parce que parce qu'elle a dépassé Barbara Walters, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et tout, mais elle a dépassé en termes de leadership, de notoriété, d'impact sur les gens, et elle a une histoire à beaucoup d'égards plus inspirante que Barbara Walters, de par sa provenance, qui elle est, une femme de couleur, qui est devenue l'une des femmes les plus influentes du monde. Donc, je pense que dans la vie, il faut oser rêver être soi-même. Parce que si on rêve d'être soi-même, personne ne peut nous battre. Personne ne peut être une meilleure Fabienne que Fabienne. Personne ne peut être une meilleure Carole que Carole. Donc cette petite fille, je lui dirais, ma chère, rêve plus grand. Tu n'as qu'à être toi-même et tu peux être la meilleure toi-même que tu peux être et personne ne peut te l'enlever, ça. Voilà. Parfait. Mais je pense que ça sera notre mot de la fin. Super. À très bientôt, Fabienne. Merci beaucoup. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui osent changer le monde. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube Femmes et Pouvoir, Carole Da Silva. Je vous dis donc à très bientôt et je vous souhaite encore une très belle et heureuse année 2019.